sur B1 Télévision. Merci à vous de nous rejoindre. Ils sont estimés à près de 15 millions de personnes vivant avec handicap dans le monde et 10 millions en RDC. Des chiffres livrés ce jeudi par le budget international CBM à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. L'occasion était également de rappeler la nécessité de faire un lobbying. Encore deux postes vacants à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du secrétaire exécutif national et du secrétariat exécutif national adjoint. La centrale électorale vient ainsi de lancer un appel à candidature pour combler ces vides. Éléments de reportage à suivre dans un instant. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par la tenue prochaine du dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État et au lendemain de la mise en garde du procureur général de la République sur les dérapages qui pourraient s'en suivre. Des réactions fusent de partout, notamment ceux des défenseurs des droits de l'homme. Bienvenue à tous. La coalition des 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme crie à la violation des libertés fondamentales reconnues du peuple congolais par la Constitution en ses articles 24, 25, 60 et 64. Déclaration faite ce jeudi au lendemain de la mise en garde du procureur général de la République, mise en garde contre tout ce qui s'illustrerait dans différents dérapages quelconques incitant au soulèvement populaire dans le but de troubler l'ordre public. Je voudrais inviter tous ceux qui font ces déclarations incitant à la violence de ne pas se borner à l'alinéa premier de cet article, dont ils font d'ailleurs une lecture biaisée. Mais à lire, je voudrais les inviter à lire et à relire l'alinéa 2 de cette même disposition. Ces propos du PGR continuent à alimenter les débats. À l'exemple ici de la coalition de 33 ONG de promotion et de défense des droits de l'homme qui estiment que ces décisions des autorités politico-judiciaires constituent un frein aux libertés fondamentales reconnues à chaque citoyen par la Constitution congolaise en ses articles 24, 25, 60 et 64. Elle estime que cette décision est non conforme aux traités internationaux que l'RDC a ratifiés en la matière. La coalition considère donc qu'il s'agit d'une tentative de restriction ou d'obstruction à l'exercice d'un droit fondamental prévu et puni par l'article 180 du Code pénal, livre 2. Dialogue politique, oui, mais que cela ne constitue pas un cadre pour une quelconque révision constitutionnelle, ont-ils fait savoir. Ce dernier propose le renvoi des élections municipales, locales et urbaines après 2016, de manière à réduire le budget de la CENI aux seules élections prévues pour 2016. En 2006, on n'a pas organisé les mêmes élections parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et de moyens. Consensuellement, on a renvoyé, ça n'a pas fait stopper la marche du pays. En 2011, c'était la même démarche et nous pensons que c'est une bonne jurisprudence qui a aidé le pays à se stabiliser davantage sur le plan institutionnel. Cette coalition salue toutefois l'initiative de Ban Ki-moon d'offrir ses bons offices à la RDC en vue de garantir la stabilité au pays par l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes. Et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Kinshasa depuis hier dans la soirée. Saïd Djinit est dans la capitale congolaise pour s'entretenir justement avec le gouvernement congolais et les autres parties prenantes à ces assises afin de discuter des contours du dialogue. C'est à l'issue des entretiens qu'il aura avec toutes les parties prenantes au dialogue que Ban Ki-moon pourra nommer ainsi un facilitateur pour ce forum. Suivez. Saïd Djinit à Kinshasa à un moment où la voie vers le dialogue se trouve totalement bloquée. Sa présence est justifiée. C'est là un communiqué daté de mercredi signé par le patron de la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies a chargé Saïd Djinit d'une mission de bons offices auprès des autorités congolaises ainsi que toutes les parties prenantes au dialogue national. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs a rencontré mercredi le chef de l'État Joseph Kabila. Il a également les entretiens avec les autres parties prenantes à ce forum. À savoir que sa désignation comme facilitateur du dialogue par Ban Ki-moon interviendrait à l'issue de sa visite à Kinshasa. Le tout n'est pas encore joué.
Et toujours à ce sujet, vous pourrez suivre tout à l'heure, juste après moi, 21h30, le dossier de la rédaction qui sera essentiellement consacré à toutes ces réactions. Élisée Bilonda recevra pour vous le sénateur Léonard Kitundu, qui a également fait partie de la commission qui était chargée d'entamer des consultations en prélude avec les différentes parties prenantes à ces assises. Décrypter l'actualité politique, c'est donc à 21h30. Dans un tout autre registre, la problématique de l'énergie électrique en Afrique subsaharienne demeure également d'actualité et la population de la région ne bénéficie que de 31% et dire que la RDC dite paradis des énergies renouvelables ne desserte que 9 à 12% de sa population. Alors une situation alarmante pourtant ignorée de la base, le cas de l'énergie solaire. Constat fait ici par Bibi Chungua. En dépit de ses atouts en termes des énergies renouvelables, les taux de desserte en électricité en RDC restent inférieurs à ceux de la moyenne africaine, située à 31%. Au regard de son potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW, seulement 9 à 12% de la population est desservie. Un contraste est vécu au détriment des autres opportunités des énergies propres telles que le solaire. Une énergie verte, aussi utilisée et connue par la population, bien qu'à faible pourcentage. J'utilise ces panneaux le soir. Cette énergie-là qui affecte mon panneau et la possibilité de donner de l'électricité le soir, ça m'appelle l'énergie solaire. Chez nous, ici en RDC, il fait vraiment chaud et l'énergie solaire dépend du soleil. Alors, utiliser ces genres d'énergie, ça nous permet au moins de réduire un peu nos dépenses. Ici chez nous, on utilise par exemple le gaz pour avoir de l'électricité. On a plein de panneaux solaires. Bon, partout ailleurs, c'est ça ce qu'on utilise presque pour l'énergie. Pour acheter par exemple un panneau solaire, ça nous coûte énormément cher. Il fallait que ça soit à la portée de tout le monde peut ça en approprier. Les énergies renouvelables, une véritable contribution dans l'atténuation des gaz à effet de serre, capable de contraindre la pression anthropique exercée sur la couverture forestière congolaise. Nous sommes dans un pays qui se trouve dans une zone d'ensoleillement très avancée et très propice pour le développement de cette source d'énergie. Tout simplement parce qu'il y a une forte capacité d'ensoleillement qui peut être emmagasinée à partir notamment des centrales photovoltaïques. Lorsque nous aurons développé ces sources d'énergie, surtout dans les milieux qui sont reculés, nous allons résoudre ces problèmes de l'électricité qui se posent déjà. Et la position géographique du pays nous donne encore plus de possibilités. Cependant, cette source d'énergie ne bénéficie pas encore d'une politique de planification budgétisée à même d'offrir plus de dessertes en électricité. Il n'y a pas une politique énergétique centrée sur la planification et la budgétisation. Et l'effort du pays est concentré plus sur l'hydroélectricité qui coûte énormément cher. Alors que nous pouvons agir aussi sur les moyens budgétaires qui nous est favorables pour essayer de mettre en place des centrales photovoltaïques, pour mettre en place une planification communautaire au niveau de l'électricité, permettre à ce qu'il y ait des centrales au niveau des collectivités, au niveau des communes, surtout dans les zones qui sont les plus reculées. Le développement des énergies propres, une stabilité pour les couverts forestières. C'est là un déficit durable et chronique qui pourra sans doute trouver la réponse grâce au projet Inga 3 basse chute. Le projet est à même de mettre fin à la pauvreté et promouvoir la prospérité sur le continent. Et pour la société civile qui suit de près l'évolution de différentes étapes, il était temps de briser le silence et chercher différentes réponses aux questions qui créent la confusion quant aux institutions chargées de la mise en œuvre de projets. Ce vaste projet, je vous propose ici de suivre Maître Éric Kassongo, acteur de la société civile. S'agissant des étapes suivantes du projet, la société civile, brisant la glace du silence, s'interroge sur les conditions et la période de réalisation des études complémentaires précédemment annoncées, lesquelles devaient précéder la soumission des propositions des développeurs présélectionnés, notamment les études environnementales prévues et nécessaires à l'aboutissement de ce projet. La société civile demande à être éclairée sur les conditions de recrutement des différents panels d'experts. La société civile déplore sa mise à l'écart
lors de l'examen du contenu et des commentaires du document d'appel d'offres relatif au projet INGA soumis aux développeurs de projets qui ont été présélectionnés. La société civile exhorte les animateurs des institutions chargées de la mise en œuvre de ces projets à développer davantage un esprit de transparence quant aux étapes en cours et suivantes du projet et aux conditions de leur mise en œuvre pour lui permettre de suivre et de formuler ses recommandations et observations à temps. La société civile s'interroge sur sa non-implication effective dans différents groupes thématiques institués dans le cadre de la mise en œuvre du traité INGA pour la vente et le transport de l'énergie électrique vers la République sud-africaine et aussi dans le cadre des négociations avec les chambres des mines. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal encore 2 postes vacants en ce moment à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du secrétariat exécutif national et du secrétariat exécutif national adjoint. La centrale électorale vient ainsi de lancer un appel à candidature pour combler ces vides. C'est ce qu'a indiqué le rapporteur adjoint de la CENI au cours d'un point de presse. Sur ces images, Flavien Moussoni, le désormais ancien secrétaire exécutif national de la CENI, faisant la remise-reprise avec l'entrant Rossard Malonda et son adjoint Ara Kalendi, tous intérimaires. Une décision prise par le bureau de la centrale électorale pour combler le vide laissé par Flavien Moussoni et l'actuel président de la CENI, ancien secrétaire exécutif national adjoint, avant leur remplacement définitif. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle vient de lancer ces jours 2 appels à candidature pour pourvoir au poste de secrétaire exécutif national SEN et secrétaire exécutif national adjoint Sénat, conformément à l'article 39 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une commission ad hoc a été ainsi créée pour la réception, le traitement et le suivi des dossiers des candidatures pour ces postes vacants. Cette commission, qui sera dirigée par Norbert Bassengezi, aura 30 jours avant de faire son rapport au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Développement durable, inclusion, accès, autonomisation des personnes vivant avec handicap. C'est sous ce thème que l'humanité célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap ce jeudi. On constate près de 15 millions de personnes vivant avec handicap dans le monde et 10 millions répertoriés en République démocratique du Congo. Une situation qui nécessite dans l'immédiat des lobbying à travers le monde pour l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de personnes considérées comme vulnérables. Sujet des marginalisations, discrimination, voire l'autisme, les personnes vivant avec handicap sont à l'honneur ce 3 décembre. Instituée par les Nations Unies en 1992, cette journée dédiée aux personnes à mobilité réduite est une occasion par excellence pour échanger et établir l'audit de la situation des personnes vivant avec handicap. La mobilité est un pas essentiel pour préserver la dignité et contribuer à l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Le futur s'annonce prometteur. Avec la récente ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la loi organique portant sur la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap qui est en cours de discussion au Parlement. Ces 2 outils permettront ainsi la pleine participation des personnes handicapées à la vie nationale au même titre que tous les autres citoyens. Les statistiques rendues publiques cette année stipulent que 10 millions des Congolais sont frappés d'handicap. Au regard de ces chiffres, le gouvernement de la République, par l'entremise de sa ministre des Affaires sociales, promet son soutien dans la prise en charge de ce dernier. Consciente de la problématique du handicap en République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers ses institutions étatiques, s'est déjà illustré en amont en prenant des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées les moyens d'agir et de réduire les risques de leur vulnérabilité
par la création d'un environnement favorable à leur profit. Au vu de toutes ces interventions, un plaidoyer serait indispensable pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Nous, personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, c'est maintenant l'occasion pour nous de vivre ces réalités, de sortir de cette prison où la personne vivant avec handicap n'arrive pas à sortir de toutes ces barrières créées par nous-mêmes, hommes, citoyens de la République démocratique du Congo. Initiative de l'ONG internationale CBM, œuvrant pour le bien-être des personnes vivant avec handicap. Moment propice pour présenter les 4 handicapés mentaux qui ont remporté 5 médailles en or, 2 en argent et 1 en bronze lors de leur participation aux Jeux olympiques de Los Angeles. La Direction générale des douanes et accises et la police nationale congolaise viennent de signer un partenariat question de doter les brigadiers de la DGDA des différentes armes qui devront leur permettre de mieux lutter contre la fraude dans les frontières. Vers une formation paramilitaire des agents de la DGDA, fruit du partenariat entre la police nationale congolaise et la Direction générale des douanes et accises. Une formation qui permettra aux brigadiers de la DGDA d'exercer pleinement leurs droits au port d'armes afin de lutter contre la fraude dans les frontières. Cet arrêté dispose, entre autres, que les armes acquises par la douane ne peuvent être remises pour les besoins de service aux agents des douanes autorisés ayant suivi une formation paramilitaire ou aptes de les manipuler sans un risque pour eux-mêmes, leurs collègues, l'environnement professionnel et les tiers. Pour sa part, le numéro 1 de la police nationale congolaise promet d'assurer cette formation dans le strict respect du partenariat. La police nationale congolaise s'engage donc en toute responsabilité à assurer la formation paramilitaire des agents de la douane, d'assurer cette synergie d'échange de formation ainsi que la transmission à la Direction générale des douanes et accises pour toute série de formations. Les 2 parties ont émis le vœu de voir ce protocole de collaboration être mis en œuvre rapidement pour non seulement lutter efficacement contre la fraude et la contrebande, mais aussi pour mobiliser des recettes de douane et accises dont le pays a besoin pour son développement. Actualité en province, sous-logée pendant longtemps, la division provinciale des mines du Nord Kivu a désormais son propre bâtiment, bien que non encore achevé. Il a toutefois été remis aux bénéficiaires par le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, maître Feller Lutaï Chirois, ce jeudi en marge de la Journée internationale des mines. Situé dans un quartier périphérique de la partie est de Goma, ce bâtiment de la division provinciale des mines a été remis aux bénéficiaires ce jeudi par l'autorité provinciale. Une œuvre du gouvernement provincial saluée par les opérateurs miniers à travers l'AFEC. Nous profitons de cette occasion pour féliciter la politique de proximité menée par son Excellence, M. le gouverneur de province, qui, dans sa quête permanente des solutions aux problèmes qui bloquent le décollage effectif des activités minières, a toujours privilégié une approche participative pour faire adhérer toutes les parties prenantes à sa vision qui consiste à faire du secteur minier le pilier de croissance économique de la province. Une exhortation a été faite aux bénéficiaires pour une bonne gestion de ces bâtiments, même s'ils n'ont encore achevé. Mes remerciements s'adressent particulièrement à la division des finances qui a longtemps sous-logé celle des mines. C'est pourquoi nous exhortons la division bénéficiaire de protéger ce bâtiment par usage orthodoxe en vue de la production d'un travail de qualité. Il n'est donc pas superflu de rappeler que la part provinciale du Fonds de développement a déjà permis la construction d'un pont, le deuxième étant en cours de construction, et d'autres infrastructures dans les zones d'exploitation minière. Dans cette perspective, le gouvernement provincial du Nord Kivu ne pourra tolérer les inciviques fiscaux qui nous imposeraient un manque à gagner en éloignant les chances de mettre à profit les ressources que la nature et la loi ont mis à la disposition
de nos différentes générations pour la promotion des meilleures conditions de vie et d'épanouissement. Même si inauguré, il faudra d'autres financements pour arriver à l'achèvement de ces complexes qui comprendra 3 niveaux. Et sachez que c'est ce jeudi que c'est clôturé les 3 journées de deuil en secteur de Béni-Mbao en territoire de Béni. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Ce dernier jour de deuil était consacré aux militaires tombés sur le champ de bataille ici dans la région lors des affrontements avec les ADF. Selon Omar Kalichia, président des forces vives en secteur de Béni, la société civile plaide pour la conjugaison d'efforts pour éradiquer complètement le phénomène ADF. Après ces 3 journées de deuil, le président de la société civile du secteur de Béni-Mbao, Omar Kalichia, remercie toutes les composantes d'avoir obtempéré au mot d'ordre. Nous félicitons toutes nos composantes qui ont répondu parce qu'en voir le terrain, le mot d'ordre a été respecté à 90%. C'est quelque chose d'encouragé. C'est jeudi 3 décembre courant, dernier jour de ces mouvements de deuil, des gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes de militaires qui sont tombés sur les champs de bataille, a-t-il dit. Le 3e jour, c'est le jour de deuil pour les militaires où nous devrions déposer les herbes sur les tombes des militaires. Et chose faite. Pour le moment, nous sommes en train d'alerter et d'appeler à notre gouvernement d'en finir avec ces EDF. C'est une grande occasion pour l'instant à la classe politique, la société civile et même les communs des mortels de conjuguer pour que la page des ADF soit complètement tournée, ajoute Omar Kalichia. Il est important pour le moment, tout le monde, la société civile, l'armée, le gouvernement, la majorité et l'opposition de dire qu'il est trop et qu'il est inconcevable et jamais qu'on en finisse avec ces ADF et qu'on conjugue ensemble. On rappelle que des boutiques, appartements commerciaux et officines n'ont pas fonctionné normalement durant ces 3 jours. Allez, revenons à Kinshasa. Après plusieurs années de location et déménagement à travers la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise aura bientôt son siège définitif. La pose de la première pierre de cette institution provinciale a eu lieu hier mercredi. Suivez. C'est sur ce site que sera érigé très prochainement le capitole de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et pour marquer le début de travaux de construction, le secrétaire général du ministère de la décentralisation, représentant le ministre de tutelle, a posé la première pierre. Un édifice qui vient résoudre une problématique de confort dans laquelle les élus de Kinshasa ont travaillé depuis le début de leur législature. Le bureau des directeurs de l'ex-Assemblée régionale de Kinshasa, logé dans le complexe de l'hôtel de ville, qui accueillit notre institution, c'est là que son bureau s'alternait avec celui de l'administration, tandis que les agents administratifs étaient astreints à se planter au vestibule et au couloir. Vint ensuite le siège 6-3Z où nous dûmes travailler à l'étroit. Situé sur l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, cet édifice est le fruit de la coopération Union européenne RDC. L'Union européenne attache en effet une importance particulière à la consolidation de la démocratie congolaise qu'elle souhaite encourager et appuyer, notamment en renforçant les parlements. C'était là l'objet du projet d'appui au Parlement, projet que l'Union européenne a donc financé en RDC pendant, je le disais à l'instant, près de 4 ans. Jusqu'au début 2015, les partenaires prioritaires de ce projet, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale de Kinshasa et celle du Nord Kivu, ont pu bénéficier d'un accompagnement et d'appui tant technique que matériel. Les coûts de ces travaux sont estimés à près d'1 million d'euros, des travaux qui seront réalisés en 18 mois. D'abord, Et ce communiqué de presse avant de boucler complètement ce journal, communiqué du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État congolais, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté célèbre dans l'ensemble du pays ce 5 décembre 2015 la journée nationale de l'arbre placée sous le thème « Pas une école sans arbre » conformément au calendrier scolaire 2015-2016. Et à cette occasion, chaque
est donc appelé à planter sous la supervision du chef d'établissement un arbre dans son environnement scolaire ou tout autre endroit indiqué. À cet effet, avec le concours bien évidemment, le concours technique du responsable local du ministère de l'Environnement et ou de l'Agriculture. Un communiqué signé le secrétaire général. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Je vous le rappelle, prenez rendez-vous tout à l'heure à 21h30 pour le décryptage de l'actualité politique avec Élisée Bilonda. Merci de nous rester fidèles.